Bienvenue, oui, bienvenue à vous. 56e funeste Fred. Ne regardez pas en dessous, trop facile. Ce serait essayez de me dire de quel livre, de quel roman. Je vais lire les premières lignes là tout de suite. Si vous êtes en mesure de reconnaître de quel livre, quel roman, oui, sont tirées ces lignes. Pardonnez-moi, voici, oui, ces lignes d'ouverture. Chapitre premier. Je précise, chapitre premier, le pensionnaire. Il arriva chez nous un dimanche de novembre 1890. Trois petits points, comme il y a parfois dans les livres. Oui, il arriva chez nous un dimanche de novembre 1890. Je continue à dire chez nous, bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt 15 ans et nous n'y reviendrons certainement jamais. Le grand môle, bien sûr, Alain Fournier, je me souviens que il y a quelques décades, ça me semblait, pour ce qui était comme livre à proposer, à suggérer, d'en faire la lecture, ça me semblait à partir d'une époque, oui, on vous le sortait, le grand môle, Nator et à travers, ça me semblait quelque peu, si vous me permettez, alors quelque peu, entre guillemets, galvaudé. Aujourd'hui, je ne sais pas où nous en sommes. Et j'y pense, je ne vous ai pas montré, je l'ai trouvé, sur la rue. Oui, je c'est que je confirme. Pour en avoir enfin fait la lecture, n'en avoir fait la lecture, que dans un passé récent et mon avis vaudra, vous en faites ce que vous voulez, hein, il vaudra ce qu'il vaudra encore une fois. Je confirme que, en effet, c'est très bien, c'est très, très bien, Le Grand Maulne. Je l'ai trouvé sur la rue, le mien, oui, une bonne vieille édition LGF. Bonne vieille édition, la première couverture que vous verrez passer aujourd'hui, une bonne vieille édition à la LGF, Librairie Générale de France, du livre d'Alain Fournier. Il s'appelait Henri Alban, originaire du département du Cher. Il avait choisi, comme nom de plume, il avait choisi de Henri Alban Fournier et il avait choisi de signer Alain Fournier. Ce roman, notamment Le Grand Maulne, qui était sorti en 1912, c'est que c'est difficile. En cette veille, je pense, il y a des chances, ce numéro sortira vraisemblablement plus tôt, mais chaque année, vous le savez, à l'approche du 11 novembre, j'aime bien faire quelque chose. Nous faisions encore allusion dans notre numéro précédent à lui, à Jacques Rivière, et je me demandais si pour clôturer notre tribu, hein, pour notre année du centenaire à nous, Jacques Rivière, 1900, pour les 100 ans de sa disparition, 1925-2025, c'est très difficile. Oui, je me demandais, c'est que c'est impossible, de faire un tribut, d'essayer tout du moins, comme nous allons encore une fois essayer aujourd'hui de le faire. Très difficile de concevoir un tribut à Rivière sans évoquer son amitié avec l'auteur du Grand Maulne, devenu aussi à partir d'une époque son beau-frère, Jacques, de Bordeaux, pour sa part, hein, je l'avais déjà précisé, je le rappelle au passage, il était bordelais et oui, il avait épousé Isabelle, la sœur d'Henri Alban, ou si vous préférez, la sœur d'Alain Fournier. Isabelle, c'était l'épouse de Jacques Rivière, qui, à partir d'une époque, publiera, c'est bien aussi. J'aurai l'occasion de revenir un peu sur son épouse avant la fin de ce numéro. Et là, tout de suite, je vais vous montrer, c'est qu'il existe 4 tomes, hein, 4 volumes de leur correspondance. Jacques, Henri, oui, il disait Henri lorsqu'il s'adressait à son ami, alors nous ferons pareil, hein, nous avons établi notre choix, nous ferons pareil, si ça vous dit aujourd'hui, 4 volumes.
à la NRF dont Jacques avait été, entre autres, hein, je dis bien encore une fois, entre autres, il avait été l'un des grands artisans de cette maison, de la NRF, de la Nouvelle Revue Française et partant bien sûr de cette maison d'édition et de la revue intitulée de la sorte, Nouvelle Revue Française, d'où NRF et l'habitude que nous avons gardé de désigner plutôt de la sorte tout ce qui paraît à la maison Gallimard. Et oui, 4 volumes, j'ai réussi, il y a un petit temps déjà, à mettre la main sur les 4 d'un coup en occasion. Et je mets, pour ce qui est des années de parution, comme d'hab, hein, pour les références, c'est en dessous, en partie description, 4 tomes. Et nous allons nous rendre à la fin, si ça vous dit, hein, de rester avec nous, bien sûr, pour la suite de ce numéro, de rester avec nous ne serait-ce qu'encore un peu. Vous allez entendre le début des carnets de captivité de 1914-1918 de Jacques, qui se trouve en annexe du quatrième et dernier volume de cette correspondance. Correspondance, tome 4 de la correspondance Jacques Rivière et Alain Fournier. Correspondance qui couvre, en ce qui concerne les 4 volumes, ça va de 1905 à 1914. Alors ici, extrait des carnets de captivité de Jacques Rivière. Je donne la date de rédaction de ce texte. Après lecture, alors il commence de la sorte, lettre d'Isabelle, lettre de sa femme, lettre de son épouse Isabelle, qui m'est arrivée, dit-il, écrit Jacques, le 4. Nous sommes en novembre 1914. Les mouvements en tous sens qu'elle a produits en moi, mais pour l'instant, je ne veux noter que ce qu'a provoqué la disparition d'Henri. Alors là, on va en annotation, on nous dit en effet Henri Fournier fut porté disparu le 22 septembre 1914 sans qu'on réussît à recueillir la moindre précision sur les vraies circonstances de sa disparition. Ce qui fait que les siens, pendant 4 années, voulurent continuer de le croire vivant. Seule la fin de la guerre put enlever le dernier espoir, sans d'ailleurs apporter aucune lumière sur sa mort, ni sur l'endroit où il repose. Alors je reprends la lecture du texte de Jacques Rivière, terrible accusation contre moi. J'ai beau faire, j'ai ma part dans ce malheur, que Dieu veuille ne pas rendre irréparable. Je ne l'ai pas assez soutenu, je ne lui ai pas assez communiqué de cette vie et qui est en moi, avec moi, de mon côté, qui lui manquait, qui n'était pas dans sa destinée. Ah, combien j'ai manqué de charité envers lui. Je veux dire de ce mouvement qui donne, qui fournit, qui dispense. Comme je me suis refusé petitement à ses exigences amères et qu'il manifestait souvent d'une façon agressive et maladroite, comme je me suis mal prêté. On eût dit que je faisais exprès de me froisser aux témoignages extérieurs, à la façade de son amitié, et que je profitais de leur maladresse pour méconnaître la grande et profonde affection qui se cachait derrière. Histoire terrible que celle de nos rapports. Le manque, le manque de prise sur moi qu'il a dû sentir de plus en plus, et moi, ce resserrement croissant, cette avarice de moi-même, contre lesquels je ne pouvais rien, cette inaptitude au sens propre de mon cœur dès que je me trouvais en face de lui. Je l'ai laissé, je l'ai lâché,
Je lui ai refusé tout ce que je lui devais, tout ce que j'avais été chargé de porter pour lui dans le voyage que nous faisions ensemble. Ah, comme j'ai eu l'âme petite. Je me rappelle tous ces petits griefs que j'allais chercher. C'est comme si je m'étais obstiné à une tâche mauvaise. Cette amertume qu'il montrait, cette importunité parfois venait de ce qu'il avait de moi, un besoin plus profond que tous mes autres amis. Espèce d'urgence qu'il y avait dans sa réclamation. Il ne pouvait pas attendre, il y allait de sa vie, et dans sa jalousie des autres, il y avait le sentiment qu'il lui volait quelque chose dont il n'avait pas le même besoin. Toute sa conduite s'explique, se justifie ainsi. La faute se retourne tout entière contre moi. Je crois très fermement qu'il y a une responsabilité mystique dans la destinée d'Henri, comme dans tout, il y avait un petit point de contingence, un endroit où elle pouvait tourner bien s'il trouvait l'aide nécessaire, le supplément d'existence dont il avait besoin. Et j'étais celui qui pouvait le lui donner. Et je n'ai pas su. Je me suis littéralement dérobé. Je lui ai retiré cette chose où il pouvait prendre et puiser moi-même. Et pourtant, non, je ne suis pas tout à fait coupable. Il y a quelque chose de plus qui s'est méfié, qui s'est mêlé, pardonnez-moi, qui s'est mêlé de notre amitié, quelque chose de manqué, un malheur, un agent d'inachèvement dont nous n'étions responsables ni l'un ni l'autre, mais qui ressemblait plutôt à sa destinée qu'à la mienne. C'est ce qui pesait sur moi, ce qui me liait les bras, ce qui me faisait inventer tous ces griefs, car il y a eu quelque chose d'extraordinaire et qui me dépassait dans le refus de moi que je lui opposais. Je me suis donné 20 fois plus à 20 autres qui ne le valaient pas et qui m'étaient infiniment moins chers que lui. J'ai été avec lui plus injuste que je n'étais capable de l'être naturellement. Quelque chose de plus sévère, de plus cruel que moi-même agissait en moi contre lui. Désespoir de penser à quoi il s'était adressé, faute de moi. Quelle douleur de sentir que j'ai eu une part dans ces déformations de son cœur, comme si, pour son ange, ça n'avait plus eu d'importance, comme si son ange s'était dit qu'au moins, puisqu'il avait manqué sa meilleure destinée, il fallait lui donner la plus flatteuse, la plus agréable, celle qui ressemblait le plus à ses plaisirs, reproche de son ange à moi. Si vous vous intéressez au parcours, à la biographie, et je ne peux que, oui, je peux, une fois encore, je vous l'ai déjà montré, je ne peux que, c'est disponible en folio, et ce sera, là aussi, là encore, dans nos références, je ne peux que vous aiguiller vers Jean Lacouture, hein, la biographie Une adolescence dans le siècle, Jacques Rivière, de Monsieur Jean Lacouture. Ça existe en folio, oui, en petit format. Si vous vous intéressez à la vie, si vous êtes désireux d'en apprendre davantage que si tout ça c'est neuf autour de lui, si tout ça c'est neuf à son sujet pour vous, et si vous souhaitez en apprendre davantage sur son existence que ce que j'ai pu humblement vous apporter dans le cadre de mes funestes frettes, alors très, oui, très rapidement, vous vous rendrez compte, comme oui, vous avez certainement déjà pu vous en faire comme une idée à l'audition de ce fragment de ces carnets de captivité. C'est que vous réaliserez,
vous douterez bien, très vite qu'il y avait un côté particulièrement torturé, chez Jacques Rivière. Un côté, torturé, et qui, oui, terriblement pour ce qui était d'aller dans vous l'avez saisi, dans l'auto-culpabilité, reproche de ne pas avoir assez fait, dans l'ensemble, dans la vie, de ne pas en avoir assez fait, de ne pas avoir été, présent pour Henri, et puis, durant très longtemps, chaque jour, il y repensera des dizaines, des centaines de fois dans chaque journée que lui apportera son quotidien en captivité longtemps, encore après, peut-être jusqu'au bout. Pas une journée sans à un moment se repasser dans le détail et ce qui s'était passé ce 24 août. Oui, le cours de cette journée du 24 août 1914. Le début, oui, Jacques avait été fait prisonnier. Le début de sa captivité, 3 années, de captivité, de dure captivité, notamment, en Saxe, et je ne l'ai pas précisé, je le précise maintenant, ce texte a été rédigé en Saxe, à Königsbrück. Nous étions en novembre, le 7 novembre, Königsbrück, le 7 novembre 1914. Oui, il se repassait sans cesse dans le détail, les éléments, de cette journée au front du 24 août 1914. Cette culpabilité, ne serait-ce que sur la base de cette culpabilité, de ne pas s'être assez bien comporté, de ne pas s'être assez battu, assez courageusement, vous l'avez compris, dans l'absolu, de s'être laissé, capturer par les Allemands beaucoup trop, facilement. Culpabilité, et ce n'est pas terminé. Il y aura ensuite, celle, d'avoir été repris après son évasion, oui. Hein, il réussira à s'échapper avec quelques camarades à un moment donné, mais ils seront repris au bout, de 3 jours. Là aussi, il va beaucoup s'en faire, ce caractère torturé. Et pour vous dire, oui, et nous n'avons pas parlé de cette façon dont il s'en voulait, dure captivité, pourtant, hein, qu'il arrivera tout doucement à surmonter en trouvant des interlocuteurs avec qui il pourra échanger, notamment autour de la littérature, ce qui lui redonnera confiance, en perspective pour après la guerre, pour reprendre ses activités, d'écrivain, de rédacteur, ses activités éditoriales, et il accédera, à la tête, de la NRF, au lendemain du premier conflit mondial. Mais là aussi, il s'en voudra énormément d'avoir passé tout ce temps en captivité au lieu d'avoir été, oui, contrairement à ses compagnons, toujours en train de se battre, sur le front. Et pour vous dire, vous savez comment il intitulera lorsqu'il publiera pour la première fois un bouquin sur sa captivité, sur son expérience de prisonnier de guerre, vous savez comment il va intituler ça? Jacques Rivière, l'Allemand, histoire d'une captivité, hein, mais histoire d'un prisonnier de guerre. Oui, l'Allemand. C'est pour dire. Alors, j'aurai encore l'occasion, de vous parler de son épouse, hein, comme je l'ai dit dans le courant de ce numéro. On reviendra un peu sur Isabelle et sur ce qu'il a été donné, de faire à Isabelle autour de l'œuvre, de la postérité, de son époux. Et si vous en connaissez d'autres, oui, si vous en connaissez, moi je ne connais que celui-là, en guise de livre d'histoire, rédigé par un historien professionnel,
Sur, la thématique des monuments aux morts à l'issue du premier conflit mondial et dans l'ensemble, dans les guerres modernes, dans le monde moderne. Je ne si vous êtes en mesure de m'en recommander d'autres, de m'en citer d'autres, surtout n'hésitez pas en commentaire, ne vous retenez pas, mais je ne connais, perso que celui-ci auquel son auteur, un historien allemand, a donné un qui nous a quittés il y aura bientôt 20 ans, a donné le titre. C'est disponible en poche aussi, ça dans, chez Seuil dans la collection Point et le titre choisi par son auteur, il avait choisi d'intituler ça «L'expérience de l'histoire». Je vous montre le bouquin. L'expérience de l'histoire, un livre de Reinhard Koselleck, et qui a fait partie, de la première génération d'historiens allemands à s'être, exprimés après 1939-1945, à s'être exprimés, après la Seconde Guerre, mais et qui avait déjà été en âge de prendre part au conflit, de se retrouver en uniforme dans la Wehrmacht et pour sa part sur le front de l'Est, oui, il avait fait le front de l'Est, Reinhard Koselleck, historien allemand, parfois sujet à controverse, mais si vous voulez mon avis, sans s'être jamais aventuré sur des terrains aussi scabreux que son compatriote Ernst Nolte, à partir d'un moment, je dis bien à partir d'un moment, je vous en ai déjà parlé, le premier Nolte, ses premiers livres, ses débuts, j'aime encore bien, non certainement pas sur des terrains aussi contestables et scabreux en matière d'histoire contemporaine. Il s'était posé il s'est beaucoup intéressé au thème des stèles, des monuments, de tout ce qui était commémoratif autour des victimes de la guerre et il était venu un moment où il s'était posé simplement la question si au bout d'un moment dans ce qu'il devait voir se représenter comme l'a assurément, oui, se représenter comme dans une perspective d'humanité réconciliée, il se demandait si un moment ne viendrait pas tout de même où on pourrait consacrer des stèles à la mémoire de toutes les victimes civiles du conflit, indépendamment de leurs origines. Oui, de toutes les victimes civiles, histoire de conjurer ce qu'ils voyaient comme ce péril. Qu'on en vint à un moment à établir, des types de hiérarchie, voire de privilèges, dans la mémoire, dans la mémoire des morts, des privilèges, des hiérarchies, dans la souffrance des morts, ce qui, à l'adresse de ces morts, serait revenu, estimait-il encore, à reproduire d'une certaine manière ce pourquoi nous avions blâmé l'idéologie du Troisième Reich, et établir des types de ségrégation, pour ne pas dire, employons le mot, pour ne pas dire de racisme entre les victimes de la guerre. Alors, je pense il y avait eu en gros 3 types de réception. Il y avait ceux qui étaient tout à fait partants, tout à fait d'accord pour envisager la chose, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'années. Il y en avait qui étaient d'accord, mais en introduisant un certain nombre de nuances il y avait encore, oui, il y en avait qui n'étaient pas d'accord avec Koslek, mais pas d'accord du tout, du tout. Je ne sais pas où, pour votre part, vous pourriez bien vous situer. Oui, historien fameux Reinhard Koselleck. Et, attention, il faut bien se dire là aussi que c'est un livre sur le thème des monuments aux morts. 14-18 et la guerre moderne en général. Je vais vous lire un petit fragment dans un instant, très intéressant, très pertinent, il me semble. Mais le livre dont vous venez de voir la couverture, ça traite de ça, des monuments aux morts, mais
dans une perspective très vaste, car ce bouquin, c'était sa façon, oui, qui a dû sortir, il y aura bientôt une trentaine d'années, «L'expérience de l'histoire». Oui, le titre, je pense, remet bien les choses en perspective. Dans «L'expérience de l'histoire», Koselleck entendait traiter de ce sujet, mais avant tout en faisant le point sur l'histoire de sa discipline, de la discipline historiographique, comme il entendait faire le point sur ce qu'avait été au fil de sa carrière, aussi bien sa démarche d'historien que sa démarche de linguiste et sa démarche encore de juriste, hein. C'est vous dire tout de même que oui, aux premiers abords, ça n'a peut-être l'air de à aborder, à lire, ça n'a peut-être l'air de rien, et j'ai bien soin de mettre les guillemets, hein. Vous m'avez saisi, ça a l'air franchement oui, j'entends par là franchement abordable, un ouvrage dont on peut effectuer la lecture, je ne dis pas dans en empruntant les, transports en commun en 4 ou 5 fois, oh que non, hein, ça réclamera un peu plus de concentration et d'attention. Vous m'avez compris, là encore, oui, il fait le point autour de tout ça, et ici, si je n'ai pas perdu non, si je n'ai pas perdu, je n'ai pas perdu du tout mon marque-page. Je vais voilà, très intéressant. Il nous dit, hein, nous sommes page 203 de l'édition de poche chez Point. À un moment, il écrit naturellement, dans les cimetières militaires même, s'établit une égalité absolue. La règle voulant qu'on accorde aux officiers une sépulture individuelle se trouve élargie à tous. Le principe selon lequel chaque soldat a droit à sa tombe et à sa pierre tombale a, pour la première fois, il vient nous parler de 14-18, mais il précise dans le texte, oui, le principe selon lequel chaque soldat a droit à sa tombe et à sa pierre tombale a pour la première fois été érigé en loi par, ça je l'ignorais, je l'ai appris à la lecture de l'ouvrage, a été pour la première fois érigé en loi par les États nordistes pendant la guerre de Sécession. Encore que les ressortissants des États sudistes soient dans un premier temps restés exclus des cérémonies commémoratives. Cette norme démocratique, déjà contenue dans la paix de Francfort de 1871 ou 71, fut généralement adoptée par les puissances occidentales et par les empires centraux, et par les empires centraux pendant la Première Guerre mondiale. Depuis, le droit de reposer individuellement est devenu une norme du droit international, norme à laquelle, alors oui, je ne me suis pas renseigné. Si vous êtes en mesure de me le dire, ce qu'il en est, pour ça, pour ce qui va suivre, hein. Le bouquin, remontant tout de même à la fin du siècle dernier, fin des années 90, nous l'avons dit aussi, je ne sais pas, ce qu'il en est aujourd'hui. Oui, c'est que Koselleck écrit, ensuite, donc il disait, hein, depuis le droit de reposer individuellement, depuis la Première Guerre mondiale, le droit de reposer individuellement était devenu une norme du droit international, norme à laquelle la Russie ne s'est pas ralliée pour des raisons dont la part idéologique et la part réaliste sont difficiles à démêler. Il est vrai qu'au moment même où elle était établie, cette règle démocratique voulant qu'on évoque individuellement la mémoire de chaque soldat cessait de pouvoir être respectée, car ces corps à qui l'on destinait des tombes particulières n'étaient souvent jamais retrouvés ou ne pouvaient plus être identifiés. Après la bataille de l'été 1916 du côté allemand, 72 000 de ceux qui étaient tombés au combat restaient identifiables. Les 86 000 autres étaient portés disparus ou comme cadavres, étaient impossibles à identifier.
Ces proportions se retrouvent dans les Flandres ou à Verdun, et ce des deux côtés du front. Les techniques d'anéantissement avaient été tellement perfectionnées qu'il n'était plus possible de retrouver ou d'ensevelir les morts comme le prévoyait la loi. Les individus étaient noyés dans la mort de masse. Cet état de fait suscita deux réponses dont les mémoriaux portent le témoignage. Deux réponses. Alors voici. Premièrement, les lieux de la mort eux-mêmes furent tout simplement convertis en lieux commémoratifs, étant laissés dans l'état où ils se trouvaient lors de l'armistice. Tout le champ de bataille de la côte 60 à Ypres a été déclaré cimetière de guerre car les quelques 3000 combattants y avaient été physiquement anéantis sur quelques arpents de terre et ne purent pas être retrouvés. Ainsi, comme par un renversement ironique, se trouve réalisé un postulat énoncé par Giraud lors de la Révolution française. Giraud prévoyait d'établir à Paris une industrie funéraire qui transformerait en médaillons ou en colonnes les os calcinés des défunts, de sorte qu'au bout du compte, la mort se confonde avec son propre monument. C'est pendant la Première Guerre mondiale que fut réalisé ce postulat, purement temporel et visant une immortalisation terrestre, un postulat qui pose l'identité du cadavre et du tombeau. L'identité du cadavre et du tombeau, certainement encore parée de propriétés magiques au XVIIIe siècle. Au fort de Douaumont, quelques 700 soldats allemands ont été asphyxiés et emmurés, le mur et leur tombeau. Un cas qui devait se reproduire lors des bombardements de 1939-1945 qui frappaient tout le monde sans distinction d'âge ni de sexe. Deuxièmement, on construisit des monuments de taille colossale, comme ceux d'Ypres, de Vimy, de Thiepval ou de Navarin, pour n'en citer que quelques-uns. Sur ces monuments furent reportés les noms de tous les morts qui n'avaient pu avoir de tombe, mais dont le nom ne devait jamais être oublié. Der name liveth forevermore, dans mon mauvais anglais, pardon, selon la formule biblique de Kipling, qui sur toutes les tables d'autel de tous les cimetières britanniques promet l'immortalité terrestre aux victimes. Typique du siècle précédent, le monument consacré à la victoire fut ainsi relayé par le monument directement dédié aux morts, afin de faire naître, selon l'image de Rousseau, de la volonté de tous, une volonté générale, la nation dont l'identité était auparavant fondée par le monument consacré à la victoire, cultivait à présent le souvenir de tous les morts pris individuellement. À cela s'ajoute l'ancienne métaphore chrétienne du jugement qui ne laisse échapper aucune âme, un parent d'une dimension fatidique, la garantie d'une immortalité terrestre. On est peut-être en droit de hasarder ce jugement selon lequel les monuments de la Première Guerre mondiale ont presque tous pour caractéristique de compenser l'impuissance par le pathos. La mort de centaines de milliers d'hommes sur quelques kilomètres carrés de terrain que l'on disputait entraînait un devoir de justification dont il était difficile de s'acquitter à l'aide d'images et de notions traditionnelles. Et un peu plus loin, notre historien nous dira encore au sujet de la Seconde Guerre, que la Seconde Guerre mondiale apportera, elle, et il nous expliquera comment, hein, vous irez lire si ça vous dit, comment la Seconde Guerre apportera dans le paysage iconographique des monuments, là encore, une mutation qui transformera également, pardonnez-moi, la sensibilité politique
Et il nous parlera encore plus loin de cet anéantissement des êtres vivants, mais aussi des corps lors de la guerre aérienne, et plus encore dans les camps de concentration allemands. Tout ce qui amena à répudier l'ancien arsenal formel des monuments aux morts et des monuments à la victoire, leurs morts restant irrémédiablement dépourvus de sens, les victimes obtinrent dans le meilleur des cas une sorte de commémoration négative. Oui, pourquoi? Eh bien, voilà, vous irez voir, vous irez lire. J'espère vous avoir donné en sus de quelques informations nouvelles pour vous, je l'espère, comme j'ai découvert pour ma part pas mal de choses à la lecture de L'expérience de l'histoire, un livre de Reinhard Koselleck. Reinhard Koselleck, décédé en 2006. Alors, pour revenir à Isabelle, à l'épouse de Jacques Rivière, je vais encore vous montrer un livre de Jacques que vous n'avez pas encore vu dans un de nos funestes Fred. C'est celui dont j'ai fait l'acquisition le plus récemment en bouquinerie. J'étais bien content, hein, il ne doit pas me courir les rues, courir les bouquineries. Son titre, Jacques Rivière, son titre de la sincérité envers soi-même. Et peut-être que dans quelques instants, au regard de ce que je vais essayer de vous rapporter, de vous expliquer autour du taf d'Isabelle, du travail effectué par Isabelle autour des écrits de son époux défunt, peut-être que ce titre va acquérir quelques résonances assez curieuses, oui, de la sincérité. C'est un livre posthume hein, qui a été édité sous l'égide d'Isabelle, avec une préface d'elle, d'Isabelle aussi, de la sincérité envers soi-même. Introduction, oui, c'est sous-titré, c'est sur la couverture. Introduction de Isabelle Rivière. Allez, je vous le montre avant d'aller plus loin. Oui, c'est jamais franchement évident dans la blanche, dans la collection La Blanche de la NRF. Il faut, oui, vous réagirez ultérieurement, vous en déduirez ce que vous voudrez hein, à la lecture, notamment si vous faites le choix d'aller y voir, d'aller un peu plus loin. Encore une fois, hein, si vous êtes désireux d'aller y voir, d'aller un peu plus loin dans le parcours de Jacques Rivière, dans son œuvre, c'est que ses amis, Jacques Rivière nous quitte en 1925. Il avait, oui, il avait vu le jour en 1800, la même année qu'Henri, la même année qu'Alain Fournier. Henri était tombé. Il avait, oui, on a rapporté comment il s'en était voulu par rapport à la guerre, par rapport à sa captivité dans l'ensemble. Et Henri avait son âge quand il est tombé. Et quand lui a été fait prisonnier, ils avaient tous deux 28 ans. Et il devait approcher des 39. Je ne pense pas qu'il les avait déjà atteints au moment de sa disparition, rapporte-t-on d'une fièvre typhoïde en 1925. Et ses amis ont été clairs là-dessus, hein. Quand ils ont commencé à s'exprimer sur la chose, ils tenaient à bien établir la distinction entre le respect qu'ils avaient à l'adresse de la foi chrétienne, de la foi catholique d'Isabelle. Hein. Ils n'ont jamais entendu porter de jugement de valeur sur ce qu'était la démarche spirituelle, la foi, la démarche spirituelle dans l'ensemble d'Isabelle Rivière. Mais ils ont toujours invité à quelque vigilance par rapport au travail qu'elle avait effectué après sa mort pour ses publications posthumes, pour le travail et pour ce qui était d'assembler, de regrouper les textes de son époux.
Ses amis ont très rapidement, dès que ça a commencé à sortir, ils nous ont très rapidement invités à à faire montre de vigilance dans le sens où, Isabelle, au bout du compte, se sera efforcée de, donner au contour de la spiritualité, de la démarche spirituelle, pardon, de son époux, heu oui, les choses seront revenues à ce que les contours de la foi, de la spiritualité de son époux épousassent, pour contours les siens. Vous l'avez saisi au bout du compte, quitte à engendrer un certain nombre de malentendus. Oui, de non-sens, par rapport à ce qu'avait écrit, à ce qu'il écrivait, à ce qu'il pensait, Jacques Rivière. Un certain nombre de non-sens et quitte encore pire à occulter dans l'ensemble la compréhension de son œuvre, de son message, dans le cadre de cette démarche de foi, de cette démarche spirituelle, et quitte à occulter, à rendre très difficile la compréhension d'un certain nombre de choses. Voilà, ce que ses amis, ceux qui l'avaient connu, nous rapportaient au sujet du travail effectué, par Isabelle, qui ne donne n'a jamais donné l'impression, ceci dit, et j'insisterai bien pour ma part là-dessus, de pour ce qui était de très rapidement vouloir tirer la couverture à elle sur le plan éditorial, pour ne pas dire sur le plan commercial. Certes non, elle attendra près d'une dizaine d'années avant de passer à l'acte. Le livre que vous avez vu, De la sincérité envers soi-même, c'est une édition, oui, celui-là, elle aura attendu 1943, pour le faire publier, ce texte, hein, donc elle ne sait pas. Non, pour ça, il n'y eut ni opportunisme et moins encore précipitation dans le chef, d'Isabelle Rivière, à qui l'on doit, d'autres ouvrages, qu'elle a publiés à partir des années 30 et qui lui ont valu pour certains des prix, hein. Elle avait tout de même acquis aussi, à partir d'un moment, pour ses écrits à elle, une certaine notoriété. Raison pour laquelle, encore une fois, ses amis, les amis de Jacques, nous invitaient à bien faire la part des choses, hein, à nous en prendre, à nous montrer vigilants par rapport avant tout à sa façon d'assembler les écrits de Jacques. Je pense que nous sommes dans les temps, et il n'y aura pas de nouveautés, mais je peux vous montrer, une parution récente pour sûr. Alors, si ma mémoire est bonne, Alain Fournier ou Henri Alban, Fournier, on est tout de même en mesure d'établir aujourd'hui, oui, il est tombé. Nous étions le 22 septembre 1914, et c'était du côté de Saint-Rémy-la-Calonne, oui, à Saint-Rémy-la-Calonne, le 22 septembre 1914. Et le, le lieutenant, oui, il avait le grade de, oui, non, c'est Jacques qui était lieutenant, et qui était lieutenant au moment d'être fait prisonnier. Et l'auteur du Grand Maulne, pour sa part, il avait commencé la guerre avec le grade de sergent, et il avait accédé à celui de sous-lieutenant, au moment de sa disparition, en septembre 1914. Et on va entendre, pour clôturer, j'ai très envie de remettre en ligne ce texte, d'un autre écrivain français tombé, en 14-18, Louis Pergaud. Louis Pergaud, lui, c'était à Fresnes, pour bien le dire, Fresnes en Wouvre, dans le Grand Est aussi, hein, tout comme l'auteur du Grand Maulne.
dans le Grand Est et probablement dans le, dites-moi si je me gourre, mais non, je ne pense pas me tromper, dans le même département, la Meuse, que l'auteur du Grand Maulne. Qu'Alain Fournier, Louis Pergaud, tombé pour sa part le 8 avril 1915 à Fresnes-en-Wouvre. Et il n'y a pas longtemps, pour parution récente au Mercure de France, ici. Oui, ça ne fait pas très longtemps, à peine un peu plus d'un an. On a réédité en guise de réédition son courrier, sa correspondance, plutôt sa correspondance, ses lettres. Comme indiqué texto sur la couverture, oui, ils ont intitulé cet ouvrage Ce petit livre Lettre à Delphine de Louis Pergaud dans le Petit Mercure au Mercure de France. On le revoit. Louis Pergaud, tombé le 8 avril de l'an de grâce 1915, les lettres à Delphine, une édition récente dans la collection Le Petit Mercure. C'est l'auteur de La Guerre des Boutons, hein. Il va sans dire, et il avait eu le temps. Oui, Louis Pergaud avait Alain Fournier 28, Louis Pergaud 33. Il avait eu le temps de publier quelques livres avant le déclenchement de la guerre. Outre La Guerre des Boutons, il y a un autre bouquin avec un clébard qui est très bien aussi, nettement moins connu. C'est le roman de Miro, je vous l'indique sous la vidéo aussi. Oui, il avait sorti la Guerre des Boutons, le roman de Miro, Les Rustiques. Oui, il y a encore moins connu, mais très très bien aussi. Bon, j'ai pas tout retiré de ma bibliothèque pour aujourd'hui, mais allez, en guise de rappel, vous avez le recueil des Rustiques. Si vous allez dans les volumes d'œuvres complètes du Mercure de France de Louis Pergaud, si vous souhaitez tout avoir en volume d'œuvres complètes, là, ça fait au total 4 tomes pour avoir tout, vraiment tout, les œuvres complètes de Louis Pergaud. Et je n'ai pas encore rappelé mon préféré de Goupil-Amargot, qui a obtenu le prix Goncourt. J'hésite toujours. Ça devait être, si je me suis gouré, je me corrige en partie commentaire ou en partie description. Ça devait être le prix Goncourt 1910 pour ce recueil de merveilleuses, comme c'est très bien dit. Ben oui, comme c'est très bien dit, rien à redire sur le coup pour sûr, ce merveilleux, comme c'est dit en dos de couverture, en texte de présentation, ces merveilleux récits animaliers de l'auteur des Rustiques et de la Guerre des Boutons. Et je l'ai, oui, il est ici, très jolie couverture aussi de cette édition. Folio, illustration de... Oui, j'ai toujours adoré aussi l'illustration. Je n'étais jamais allé regarder de qui c'était. Eh bien, voilà, maintenant tout le monde sera au courant. Si vous avez, du moins si vous m'avez suivi. Si vous avez suivi ce numéro 56, c'était Henri Galeron. Voici. Les protagonistes qui donnent au livre son titre. Vous avez reconnu Goupil comme vous avez reconnu Lapime, Margot, et j'aimerais bien remettre en ligne. Je ne sais pas si ça va causer quelques problèmes. Pardonnez juste une seconde, j'ai une petite luminosité qui... Oui, demandez-moi plus tard, oui, certainement. Voilà, une luminosité qui me gênait un peu sur mon écran, une fonctionnalité, une fenêtre qui est apparue. On n'en parle plus. Pardon peut-être de vous avoir fait attendre. C'est une manière comme une autre de mettre une petite respiration avant lecture. Oui, alors est-ce que je le dis dans le titre, le nom accompagné de son adjectif, le VIOL, je mets des points pour le VIOL souterrain.
Vous avez saisi, je l'écris, sans mettre de point, sous la vidéo, le VIOL souterrain, c'est eh bien ici, c'est l'histoire d'une taupe. Oui, Nyctalette, l'histoire de Nyctalette, j'espère que ça vous plaira et pour le rappeler en quelques mots, ce qui est très, très bien dans ce Goupil à Margot, c'est qu'on est très loin de Walt Disney. Oui, allez, pour faire court, pour faire bref, on est très loin de Walt Disney, d'une idéalisation à la bisounours des animaux. Les animaux nous sont présentés dans leur contexte, dans leur environnement naturel. Avec leurs instincts, ils peuvent être agressifs. Dans ce cadre-là, ils peuvent se montrer agressifs, féroces. Et au sujet de nous autres, des êtres humains, l'attitude à certains moments, certains comportements chez nous autres seront, si certains comportements, certaines attitudes envers les bêtes, ce n'est pas interdit de le renvoyer à l'appréciation de chacun. Ce n'est pas pour autant que les humains seront davantage présentés comme des monstres, intrinsèquement sanguinaires, sans cesse dans leur rapport avec les animaux. Et lorsqu'il est question d'en faire passer de vie à trépas, comprenez, comme toujours intrinsèquement porté par un désir de jouissance, de jouir de mort, de jouir de mise à mort. Voilà, je pense que vous avez saisi pour cette démarche, la démarche de l'écrivain, aussi bien avec les animaux qu'avec les êtres humains, dans De Goupil à Margot, et pour ça, le naturalisme de Louis Pergaud faisait, on a dit, de merveilleux récits. Eh bien, son naturalisme faisait merveilleusement son effet. Alors, pardon si on déborde un peu des 60 minutes, pas sûr. Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi. Sous le dôme central. Mais ça peut, oui, si vous avez le cœur sensible, l'âme sensible, sait-on jamais, ça peut choquer par instant la sensibilité. Vous voici prévenu. Une fois encore, sous le dôme central, aux 7 arbres de terre de la taupinée, Nyctalette. La voici, Nyctalette. Nyctalette s'éveillait du long soleil hyémal, consécutif à une interminable errance par la solitude froide de ses galeries. Une tiédeur caressait sa peau, la glaise était plus molle et la joie nerveuse qui secouait de sa demi-léthargie son corps amaigri lui disait que la vie normale, longtemps interrompue, allait reprendre avec cette chaleur. Depuis longtemps, elle explorait en vain les longs corridors de son terrain de chasse pour n'y rencontrer que trop rarement la proie convoitée et facile. Insecte ouvert dévoré sur place, ou l'adversaire puissant contre lequel il fallait combattre pour jouir en paix d'une profitable victoire. Sa dernière grande lutte s'abolissait presque dans son souvenir. Une bête longue, un serpent, fouillait en sifflant dans ses galeries et elle avait dans cet espace resserré atteint facilement le reptile qui ne pouvait progresser bien vite. Elle l'avait arrêté par la queue et remontant une froide et interminable échine avant que l'autre eût le temps de se retourner de ses pattes de devant puissamment armées, elle en avait fait 2 tronçons inégaux, malgré les contorsions violentes du corps se tordant comme un fouet. Les dépouilles opimes, une chair délicate et graisseuse, la nourrirent longtemps. Puis de longs sommeils survinrent. De petits insectes en fuite devant le froid, des grenouilles, des rats lui servirent ensuite de pâture. Puis rien.
Alors les sommeils devinrent plus longs, les chasses interminables, et dans les couloirs où des éboulis se produisaient, la petite taupe, devant l'inutilité de l'effort, ne songeait plus lorsqu'elle passait à transporter à la galerie centrale la terre qui encombrait ses chemins. Mais maintenant que la jeune tiédeur lustrait le velours de sa peau, Nyctalep sentait courir autour d'elle ce frisson vague de l'obscur travail des transformations chimiques, de l'aspiration des racines et des sèves en marche. La réparation de ces couloirs sollicitait son activité réveillée d'en haut, comme des cordages verticalement tendus, des cordages de longues racines blanches pendaient, d'autres jaillissaient d'en bas. Chaque jour, il en poussait de nouvelles, et comme un bon ouvrier, comme un garde forestier qui, le printemps venu, élague avec soin les tranchées de sa forêt, elle passait chaque jour pour rompre de ses pattes de devant, aussi redoutable, ce lacis blanchâtre de racines envahissantes. La tiédeur de sa demeure augmentait par degrés, de plus en plus, Nyctalette sentait courir autour d'elle les aspirations de la vie, le flux enivrant des sèves brutes dont les capiteuses émanations montaient en elle comme un jeune vin, provoquant des souleries lourdes plus accablantes cent fois que celles qui font bramer d'amour au jour de printemps les cerfs ivres de la tendre pousse des jeunes bourgeons. Les insectes réapparaissaient, les vers descendus au plus profond de la couche végétale, remontant vers la verdure pressentie, s'égaraient dans ces corridors, et Nyctalette, pour se dédommager des longues privations de l'hiver, dévorait tout ce qu'elle rencontrait au hasard de ses promenades. C'étaient maintenant de plantureux festins, de multiples collations qui lui faisaient récupérer les forces perdues, enrichissaient subitement son organisme et dont l'influence, combinée aux troubles grisants des sèves montantes, concourait à mettre tout son être dans l'état d'exaltation fébrile, précurseur de toutes les grandes crises de la vie animale. Son temps se comptait par chasse et par sommeil, et chaque réveil la retrouvait plus agitée encore qu'au réveil précédent. Ce jour-là, au cours de sa chasse, elle avait soigneusement tranché au ras de la voûte circulaire de ses corridors les racines tenaces des chiens-dents. Elle rentra dans la galerie centrale et, sur la terre battue au centre des colonnes de glaise, comme sous un dé, elle se laissa aller à ce demi-sommeil des bêtes que traque une crainte imprécise ou qu'un insecte fatal, un besoin insatisfait, travaille obscurément. Elle dort. Ses flancs, à la peau veloutée, se soulèvent avec violence. Quel cauchemar de bête étreint en ce moment sa petite cervelle. L'eau d'une inondation glougloute-t-elle au corridor et va-t-elle envahir la galerie où elle repose? Au cours de quelle lutte géante avec un grand serpent qui siffle vers sa trompe? Son énergie flageolante la livre-t-elle à son ennemi? Non, c'est un bruit souterrain, un grattement sourd presque imperceptible, qui, comme un gong d'un alliage étrange, enfle dans son cerveau un souvenir terrible et fait sursauter en elle une horde assoupie de vieilles terreurs. Frémissante, elle se dresse, et comme dans la mine envahie par l'eau, le cri d'alarme fait se ruer vers le salut en indescriptible cohue les ouvriers affolés, en son être inquiet, plein de souvenirs latents et de vies inconscientes, la perception aiguë du danger, le mal, le traverse
comme un sauve qui peut, fait de toutes parts refluer vers son cerveau toutes les énergies désordonnées dans la rafale du frisson. Le mal. Le mal dont le baiser est une blessure, dont l'étreinte est une torture, dont l'attente est une angoisse, le mal qui viole comme l'assassin tue, le mal qu'elle a déjà subi et qu'il faut fuir, fuir comme la mort. Elle écoute, c'est lui, pas de doute, c'est bien le bruit de ses pattes qui fouillent, qui creusent, qui approchent. C'est le mal, ou les mâles, car plus loin peut-être dans des épaisseurs où ses sens n'atteignent pas, d'autres encore sont en marche vers elle, dont il faudra subir le contact dans la douleur horrible de l'étreinte nuptiale. Fuir, fuir, mais où? Où la lumière, c'est la mort. La petite taupe se souvient qu'un soir d'antan, abandonnant la fournaise ardente de ses corridors, elle a voulu monter parmi la fraîcheur odorante des andins mouillés de rose, chercher un remède à sa souffrance. Au bord du couloir tortueux, quand l'infini du soir tombant, avec son immense soleil rouge, a surgi devant elle, ses pauvres yeux si faibles, brûlés par la lumière, se sont fermés avec violence. Et elle est restée là, à demi morte, entièrement aveugle, le temps d'une longue chasse. Quand l'obscurité, comme un baume, eut humecté ses yeux de ténèbres et qu'elle put regagner sa demeure souterraine, elle se promit bien de ne plus jamais s'aventurer par-delà son monde, dans ces régions éblouissantes et terribles d'où, comme des menaces, des cordes blanchâtres descendent sans cesse pour bouleverser la savante ordonnance de ces cantons de chasse. Mais l'ennemi est là qui approche. Le bruit s'accentue. Fuir, fuir et avec une hâte fébrile, elle creuse, elle aussi, un couloir nouveau, tortueux, sournois, enchevêtré, avec des culs-de-sac multiples. Il faut un labyrinthe inextricable où il s'égare. Oh, le pouvoir bloqué dans une prison entre des pierres et les pattes de devant fouissent, creusent, battent. Celle de derrière rejette la terre. La petite trompe mobile frémit de fièvre et de peur. Le boyau s'allonge. Mais lui, où en est-il? À la galerie centrale. À la galerie centrale, il revient et écoute. Il approche. La cloison de terre vibre. Quelque chose a crissé, aiguement. Une pierre barre son chemin. S'il s'était brisé, les griffes, un silence. Mais non, il reprend son travail. Il tourne la pierre, il viendra, il va arriver. Et hypnotisé par le bruit, Nyctalette reste là, stupide, écoutant. Par quel couloir fuir? La cloison de glace vibre plus fort, elle frémit, des miettes de terre se détachent comme si un bélier heurtait la paroi, et tout d'un coup, dans un éboulis dernier, la trompe terreuse, le poil sale, l'ennemi surgit dans la place, tandis que Nyctalep, emporté par l'instinct, s'élance par le premier couloir venu et disparaît dans la ténèbre. Ahuri un instant, il reste là, immobile, et par un sentiment de coquetterie nuptiale, se secoue pour se débarrasser des miettes de terre qui le souillent. Alors il écoute, et de sa trompe sale encore et frémissante de désir, il flaire l'entrée des corridors. Puis, avec un cri de victoire, un cri rauque et aigu, comme d'un petit oiseau qu'on étrangle, il s'élance derrière la femelle qui, par le dédale sinistre des couloirs, passe et vole d'une vitesse désespérée. Mais il la suit, rivé au pas de la fouillarde, dont l'odeur sexuelle excite son énergie et cingle son désir. 10 fois déjà, ils ont passé dans la chambre centrale, sous le dôme de glaise aux piliers ébréchés, par les heures de cette course à l'amour et à la torture. Nyctalette ne se sent plus, ne voit plus, elle entend tout proche derrière elle les cris du bourreau qui l'appelle, et sans frémir sous elle, ses pauvres
petite patte lasse. Il est là, il approche, elle sent le vent de son corps lancé à sa poursuite, il est derrière elle, il va l'atteindre. Oh, lui tenir tête et résister. Elle arrive à la galerie et se retrouve vivement pour opposer à l'ennemi la herse de ses pattes armées. Un choc violent, un pilier de terre s'écroule et Nyctalette, qui l'a heurté en se retournant, roule aussi parmi l'avalanche des motelettes. En un bond, il est sur elle, il la tient, il lui serre entre ses petites dents la peau du cou, moite de sueur, et tandis qu'elle jette aux sombres échos des souterrains, des appels désespérés, un sexe barbelé comme une épée de feu lui perfore les flancs pour le viol, le viol éternel et sombre que toutes les nyctalettes subissent quand les sèves montantes ont enfiévré dans leurs veines de sang ardent des mâles féroces au sexe cruel par qui se perpétue l'œuvre auguste, l'œuvre auguste des maternités douloureuses. Louis Pergaud, le viol souterrain, merci à vous. Je vous retrouve dans moins d'une petite semaine. Merci encore à vous. À bientôt.